Selon la théorie de l'identité sociale, 70% de notre répulsion pour des icônes comme Vegeta, Madara ou Sasuke cache une projection psychologique, la douleur de notre propre stagnation. En tant que scénariste, je vous garantis que ce que vous ressentez n'est pas de la haine, c'est le choc d'affronter un honneur inébranlable que vous ne possédez pas encore. Pourquoi sa résilience vous dérange-t-elle autant? Votre colère n'est-elle qu'un mécanisme de défense? Je vais vous révéler comment cette obsession transforme votre psychologie. Comprenez le paradoxe maintenant et venez avec moi. Vous êtes-vous déjà senti gêné par le succès de quelqu'un, comme si la victoire de cette personne était un rappel constant de votre propre stagnation? Dans le passé, nous considérions Vegeta comme le fier méchant qui n'acceptait pas d'être deuxième. Mais aujourd'hui, la science et la psychologie révèlent quelque chose que presque personne n'a remarqué ou qui était caché derrière les cris et les explosions. On ne déteste pas le prince des Saiyans. Ce que vous ressentez est la réalité de voir quelqu'un qui possède l'honneur et la discipline que vous n'avez pas encore atteint. Vous pensez les détester, mais au fond, vous voulez devenir l'un d'entre eux, mais la vérité fait mal. Aujourd'hui, vous n'êtes pas eux. Mais cette colère est-elle vraiment contre l'autre ou est-ce une défense de son ego pour ne pas admettre que l'on s'est arrêté dans le temps? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car je vais vous montrer comment cette envie déguisée, en fait, une carte de votre évolution que peu de gens peuvent lire. Si vous avez déjà ressenti ce poids dans votre poitrine, cliquez sur j'aime et abonnez-vous afin que nous puissions continuer à résoudre ensemble ces batailles mentales. C'est votre soutien qui maintient vivantes ces réflexions profondes pour ceux qui sont confrontés à des luttes silencieuses. Restez jusqu'au bout, car la révélation sur le principe ultime du dépassement que je vais vous livrer ci-dessous va complètement changer votre façon de voir vos rivaux et vous-même. Ce qui vient maintenant constitue la partie la plus lourde de cette analyse. La comparaison n'est pas un bruit passager dans l'esprit. C'est une force silencieuse qui agit dans les coulisses émotionnelles, agissant de manière permanente sur la façon dont vous voyez le miroir. Dans l'univers de Dragon Ball, ce que l'on voit à la surface, ce sont des combats qui secouent les planètes, mais le véritable impact psychologique se produit dans le silence de l'isolement de Vegeta. Lorsqu'il voit Goku réaliser l'impossible, ce qui fait mal, ce n'est pas le coup de poing de l'adversaire, c'est la perte progressive d'identité qu'engendre la comparaison. Vegeta ne combat pas seulement un rival. Il lutte contre le sentiment suffocant que peu importe ses efforts, son « moi » ne semble jamais suffire. Dans la vraie vie, cela se produit lorsque vous regardez les autres en silence, que vous parcourez votre téléphone ou que vous regardez un collègue obtenir une promotion, en vous sentant constamment en retard. Cette insatisfaction chronique crée un piège mental dans lequel vous cessez de vouloir être la meilleure version de vous-même pour vouloir être quelqu'un d'autre, et c'est exactement là que la psychologie du prince Saiyan commence à devenir vraiment inquiétante. Imaginez la scène classique de Vegeta s'entraînant sous une gravité des centaines de fois supérieure à celle de la Terre. La sueur bout sur la peau, les os se fissurent et le sang coule sur le front. Visuellement, c'est une démonstration de force, mais émotionnellement, c'est un appel à l'aide d'un esprit qui n'accepte pas sa propre nature. Il essaie de punir son propre corps pour ne pas appartenir à Goku. Cette obsession révèle une vérité cachée. Vegeta ne perd pas face au protagoniste, il perd face à ce qu'il ressent pour lui-même. Ce sentiment d'infériorité est une toxine qui déforme la réalité. Pour lui, chaque victoire de Goku confirme que sa lignée royale, sa fierté et son histoire ne valent rien. C'est une douleur que beaucoup de gens portent en silence ces jours-ci, une pression intérieure pour prouver une valeur que le monde ne semble pas reconnaître, transformant la vie en une arène de jugement constant où le repos est considéré comme une faiblesse et la réussite des autres est ressentie comme une agression personnelle. Cette mentalité de rareté, l'idée que si quelqu'un d'autre est brillant, je suis dans l'ombre à façonner les décisions les plus sombres du personnage. Quand on regarde les coulisses émotionnelles de la saga Majin Buu, on voit le point culminant de cette destruction identitaire. Vegeta, un père de famille qui avait déjà trouvé un certain niveau de paix sur Terre, décide d'abandonner son humanité pour retourner à cette froideur meurtrière du passé. Pourquoi? Parce qu'il croyait que sa bonté était ce qui le rendait faible. Il croyait qu'être lui-même était une erreur. En permettant le contrôle mental de Babidi,
Vegeta tentait de commettre un suicide symbolique de sa nouvelle personnalité à la recherche d'un pouvoir dont, au fond, il savait qu'il ne lui appartenait pas. C'est l'équivalent humain de détruire des relations saines ou des carrières stables simplement parce que vous vous sentez indigne de ce que vous avez accompli, ou parce que la comparaison avec le succès des autres fait paraître vos réalisations petites et incolores. La grande révélation ici est que la colère de Vegeta a toujours été un mécanisme pour et de défense pour cacher une profonde vulnérabilité, la peur de ne pas être pertinent. Lorsqu'il crie à propos de sa fierté, il essaie de se convaincre lui-même, et non les autres, qu'il compte toujours. Ce besoin de validation externe, déguisé en arrogance, est ce qui vous maintient coincé dans un cycle de frustration. Il vit dans un état d'alerte constant, une vigilance psychologique qui draine toute possibilité de bonheur. Dans le monde réel, nous le constatons chez les personnes qui recherchent un perfectionnisme extrême, non pas pour le plaisir de l'excellence, mais par peur du jugement. C'est la personne qui ne peut pas fêter son propre anniversaire parce qu'elle se concentre sur ce qu'elle n'a pas accompli à 30 ou 40 ans. La transformation de Vegeta d'un méchant cruel à un anti-héros aigri n'a pas été faite de victoire, mais de ruptures d'ego successives qui l'ont forcé à faire face aux vies que la comparaison a laissées dans sa poitrine. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche une corde sensible chez quiconque s'est déjà senti, moins que quelqu'un. Quand Vegeta admet enfin que Goku est numéro 1, ce n'est pas une défaite, c'est le premier moment de sa vie où il devient vraiment libre. En renonçant à la comparaison, il retrouve sa propre identité. Il arrête d'essayer d'être Goku en bleu pour être simplement Vegeta. Le problème est que, pour atteindre ce niveau de clarté mentale, il a dû passer par un processus de destruction émotionnelle presque totale. La plupart d'entre nous se trouvent exactement au milieu de ce processus, au stade où l'admiration envers les autres se mélange au ressentiment, créant une confusion mentale qui nous empêche d'agir clairement. Vous observez le succès des autres, au lieu d'inspiration, vous ressentez une fatigue existentielle. La vérité est que la discipline bâtie sur la douleur, comme celle de Vegeta, est une arme à double tranchant. Cela vous mène loin, mais le coup psychologique est une solitude émotionnelle que personne ne remarque. Il est entouré de Bulma, de Trunks et d'amis, mais intérieurement il habite un désert de comparaison. Cette distance émotionnelle est ce qui se produit lorsque nous plaçons les objectifs de statut au-dessus des connexions réelles. L'impact psychologique de vivre pour se remettre de quelqu'un, plutôt que de vivre pour s'exprimer, est ce qui rend son parcours si douloureusement humain. C'est une bataille mentale qui se déroule silencieusement dans la tête de milliers de personnes qui croient qu'elles ne seront aimées ou respectées que si elles sont les meilleures, ignorant que le respect qu'elles recherchent ne viendra jamais de l'extérieur si la haine intérieure continue de nourrir leur propre image. Les révélations sur l'esprit de Vegeta nous montrent que la haine que nous projetons sur les autres, presque toujours, l'aveu d'une insuffisance que nous ressentons en nous-mêmes. Cependant, le gouffre est plus profond quand on réalise ce qui se passe lorsque cette comparaison devient incontrôlable et devient une obsession pathologique. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car la frontière entre motivation et autodestruction est bien plus fine qu'on ne l'imagine. Quand le désir de dépassement des autres devient la seule raison d'exister, que reste-t-il une fois le combat terminé? Que pensez-vous de ce poids de comparaison? Avez-vous déjà eu l'impression que votre colère envers quelqu'un était en réalité une frustration de ne pas avoir la même discipline ou le même courage que cette personne? Commentez ci-dessous, car comprendre ces projections est la première étape pour arrêter de combattre les fantômes et commencer à développer votre propre force. Cet échange est fondamental pour nous permettre de réaliser que ces batailles internes ne nous sont pas exclusives, mais font partie de l'architecture de l'esprit humain. Toute cette pression pour être le meilleur cache un secret sur le fonctionnement du cerveau d'un guerrier dont presque personne ne parle, et ce que je vais vous dire ensuite changera votre façon de comprendre la véritable source de pouvoir de Vegeta, et pourquoi elle est si dangereuse pour votre propre santé mentale. Ce besoin d'être le meilleur, que l'on voit de manière si explosive chez Vegeta, cache en réalité l'une des blessures les plus silencieuses de l'âme humaine, le sentiment de carence. Lorsqu'il s'entraîne jusqu'à l'épuisement ou se lance dans des combats suicidaires, il ne recherche pas seulement la victoire physique. Il tente désespérément de combler un vide laissé par une enfance où sa valeur ne se mesurait qu'à son pouvoir destructeur.
Il porte une blessure psychologique profonde, un besoin de reconnaissance qui n'a jamais été satisfait, ni par son père ni par son peuple disparu. Le cruel paradoxe ici est que plus il se compare à Goku et désire posséder cette même essence, plus il s'éloigne de qui il est réellement. En essayant de devenir quelqu'un d'autre, il perd les éléments qui constituaient son identité originelle, devenant une coquille de compétitivité et d'instabilité interne. Dans la vraie vie, ce type de personne devient quelqu'un qui, dans un groupe, est incapable de célébrer la réussite des autres sans ressentir une pointe d'amertume, devenant dépendant de l'opinion des autres pour valider la sienne. Existence. Mais au fond, derrière toute cette arrogance et tout ce bruit, elle essaie juste de se sentir suffisante. Si vous reconnaissez ces batailles mentales et souhaitez comprendre les couches invisibles de votre propre esprit à travers ces histoires, abonnez-vous et laissez un like afin que nous puissions continuer à explorer ces vérités ensemble. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, une vérité cachée qui explique pourquoi l'impact psychologique de cette quête pour combler le vide peut être si dévastateur. Dans l'anime, il y a un moment qui illustre parfaitement cette dynamique. Lorsque Vegeta se rend compte que Goku, un guerrier de basse classe, a atteint le niveau de Super Saiyan avant lui. Le prince des Saiyans entre dans un état de déni qui confine à la folie. Il s'isole sur des planètes lointaines, affrontant des pluies de météores et des tempêtes cosmiques, non par discipline mais par obsession malsaine. Il essaie de punir le destin. Cette scène de lui criant sous la pluie, frustré de ne pas pouvoir se transformer, est le portrait de quelqu'un dont l'esprit est devenu son propre geôlier. Il estime que s'il n'est pas numéro 1, il ne mérite tout simplement pas d'exister. Cette mentalité du « tout ou rien » est ce qui conduit aujourd'hui de nombreuses personnes à l'épuisement émotionnel et à la dépression, car elle conditionne leur tranquillité d'esprit à un sommet en constante évolution. Les histoires émotionnelles de cette obsession révèlent que Vegeta n'a pas peur de la défaite. Il craint l'inutilité que représente la défaite dans son esprit. Pour quelqu'un qui a été créé pour être le summum de son espèce, accepter ses propres limites, c'est comme accepter la mort. Cette pression interne pour prouver notre valeur est un fardeau que beaucoup d'entre nous portent, qu'il s'agisse d'essayer de répondre aux attentes des parents, de la société ou d'un niveau de réussite irréaliste que nous consommons chaque jour. Les décisions de Vegeta, comme se laisser marquer par le sceau de Babidi pour récupérer son mal, montrent qu'il était prêt à sacrifier sa santé mentale et sa famille pour faire taire cette voix intérieure qui disait qu'il était inférieur. C'est un exemple extrême de la façon dont le besoin de validation peut corrompre même les sentiments les plus nobles. Il pensait que la gentillesse était une faiblesse qui l'empêchait de gagner, alors qu'en fait, c'était la seule chose qui commençait à guérir son âme. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, lorsqu'on se rend compte que le plus grand ennemi de Vegeta n'a jamais été Freezer ou Cell, mais l'image idéalisée de lui-même qu'il n'a jamais pu réaliser. Cette révélation change tout ce que l'on pense de sa rivalité, car elle montre qu'il n'était pas en compétition avec Goku en chair et en os, mais avec un fantôme de perfection qu'il a lui-même créé. La transformation mentale nécessaire pour sortir de ce cycle est douloureuse et lente, et implique d'accepter que notre identité ne peut pas se construire sur les décombres de l'identité de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il comprend enfin que sa valeur ne dépend pas du dépassement des autres, mais de l'acceptation de ses propres combats, il trouve enfin une force que la haine ne pourrait jamais lui donner. Cet échange de perspectives nous fait réaliser que les animes ne sont pas seulement un divertissement, mais le miroir de nos plus grandes insécurités et traumatismes. Alors j'aimerais avoir de vos nouvelles. À un moment donné de votre vie, avez-vous déjà eu l'impression de vivre pour prouver quelque chose à quelqu'un qui n'y prêtait peut-être même pas attention? Avez-vous déjà ressenti ce vide de ne pas être assez, même si vous faisiez de votre mieux? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cette connexion renforce notre perception de ce que signifie réellement être fort dans un monde qui ne valorise que le podium. La vérité est que cette recherche incessante de combler le vide par la force cache un secret sur le traumatisme de la lignée de Vegeta que presque personne n'a eu le courage d'analyser jusqu'à présent, et ce que cela révèle sur la façon dont nous héritons de la douleur de nos ancêtres est quelque chose qui vous laissera complètement perplexe dans la prochaine partie de cette analyse. Cette obsession de surpasser les autres nous conduit en fait à un diagnostic psychologique qui est la clé pour comprendre pourquoi Vegeta et tant d'entre nous sont coincés dans des cycles d'autodestruction émotionnelle.
Ce que le prince des Saiyans représente dans le domaine de l'esprit est un conflit interne constant où deux puissants mécanismes émergent et dominent ses décisions, la projection et l'identification. Lorsque Vegeta regarde Goku et ressent cette haine viscérale, il la projette. Il attribue à son rival la faiblesse d'être pieux ou la chance d'être choisi. Mais ce qu'il fait en réalité, c'est refuser de voir ses propres défauts. Il projette sur Goku la frustration de sa propre incapacité à se détendre, à être léger ou simplement à accepter que la valeur d'un guerrier ne réside pas seulement dans son niveau de pouvoir. En même temps, l'identification se produit. Il cherche inconsciemment à devenir ce qu'il observe avec tant de ferveur. Il veut la force de Goku, il veut le secret du Super Saiyan, qui est le point culminant. Dans la vraie vie, ce processus crée une dangereuse perte d'élan où vous commencez à dépendre de la validation des autres pour savoir qui vous êtes. Si votre rival gagne, vous vous sentez nul. S'il perd, vous ressentez un soulagement momentané, mais jamais une véritable paix. C'est une confusion d'identité où votre « soi » n'existe que par rapport à l'autre. Et le plus dangereux dans cet état mental est que vous pensez agir librement, vous entraînez de votre plein gré ou recherchez le succès par ambition personnelle, alors qu'en réalité vous êtes constamment influencé par un fantôme extérieur. Pour visualiser le poids de ce diagnostic, pensez à la scène dans laquelle Vegeta pleure devant Goku sur Namekusei, quelques instants avant de mourir aux mains de Freezer. Là, toute la carapace de l'arrogance tombe à terre. Il ne pleure pas à cause de la douleur physique, il pleure à cause de l'effondrement total de sa projection. Il se rend compte que toute sa vie a été basée sur le mensonge selon lequel il était le summum. Et voir un guerrier de classe inférieure être le seul espoir contre le tyran qui a détruit sa race est une confrontation avec la réalité que son état d'esprit ne peut pas gérer. Ses larmes sont le résultat d'une vie de répression émotionnelle et de coulisses émotionnelles remplies de traumatismes. Il révèle la vérité cachée, il n'a jamais été libre. Il était esclave de Frieza, esclave de sa fierté et surtout, esclave du besoin de prouver quelque chose à un peuple qui n'existait plus. Ce type de révélation est ce qui arrive à de nombreuses personnes qui, après des années de recherche de succès qui n'étaient pas les leurs, se rendent compte qu'elles ont construit un château de cartes autour des attentes des autres. L'impact psychologique de découvrir que vous ne savez pas qui vous êtes sans quelqu'un à vaincre est dévastateur, mais c'est aussi le seul point de départ d'une véritable transformation. L'esprit de Vegeta fonctionne dans un état de vigilance que la psychologie appelle hypervigilance compétitive. Il ne peut pas simplement être, il doit gagner. Dans le contexte humain, nous le voyons chez les professionnels qui ne peuvent pas se déconnecter du travail, chez les étudiants qui s'effondrent à cause d'une note inférieure à celle de leurs collègues, ou chez les amis qui transforment chaque conversation en une dispute silencieuse pour savoir qui a le plus voyagé ou acheté la meilleure voiture. Cette dynamique de groupe rend une personne instable intérieurement. Vegeta, même lorsqu'il est du côté des héros, est une bombe à retardement. Votre instabilité vient du fait que votre estime de soi est externe, fluctuant comme le niveau de puissance d'un adversaire. Il essaie toujours d'en ressentir suffisamment, mais comme la norme de comparaison est l'infini, il n'y arrive jamais. C'est un mécanisme de défense contre le sentiment d'inutilité qui devient une prison. Il s'éloigne de sa propre essence, qui est, au fond, un homme capable d'aimer et de protéger, comme on le voit dans sa relation avec Trunks, pour conserver le masque d'un guerrier impitoyable qui, selon lui, est le seul moyen d'être respecté. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, une couche de vérité qui perturbe notre notion de libre arbitre. Lorsque Vegeta croit prendre des décisions par lui-même, comme lorsqu'il décide de combattre Perfect Cell seul pour prouver sa supériorité, il réagit en fait au déclencheur d'infériorité installé en lui depuis sa naissance. La mentalité Saiyan de « la force avant tout » est le traumatisme générationnel qu'il porte. Il ne peut pas concevoir un monde dans lequel il ne serait pas au centre de l'attention. Car s'il n'est pas le meilleur, dans son esprit, il n'est rien. Cette dépendance à l'égard de la validation est ce qui vous rend si vulnérable à la manipulation, à la fois de la part des méchants et de votre propre ego. Ce que presque personne ne réalise, c'est que cette recherche incessante de la perfection est une manière d'échapper à la douleur d'être humain, d'être faillible. Pour Vegeta,
L'échec est une condamnation à mort psychologique. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante lorsqu'on se rend compte que le prix qu'il paie pour sa force est l'isolement complet de son âme. Cette analyse nous amène à examiner plus attentivement nos propres désirs. Voulez-vous ce poste parce qu'il correspond à votre objectif ou parce que le succès de quelqu'un d'autre vous fait vous sentir inférieur? Votre ambition est-elle un moteur de croissance ou une évasion de votre propre identité? Ce sont ces questions qui rendent l'histoire de Vegeta si intemporelle et nécessaire. C'est pourquoi cet échange d'idées est si important, afin que nous puissions identifier ces mécanismes avant qu'ils ne nous consument. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà eu l'impression de courir un marathon qui n'était même pas le vôtre, simplement parce que quelqu'un que vous regardiez était devant. Avez-vous déjà essayé de copier le style de vie ou l'état d'esprit de quelqu'un que vous prétendiez détester? Cette honnêteté envers nous-mêmes est ce qui différencie ceux qui se contentent de regarder de ceux qui apprennent réellement de la psychologie derrière l'écran. Toute cette structure de projection et d'identification nous conduit à un point de non-retour où l'esprit de Vegeta atteint une limite. Limiter la pression critique. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui vit pour être le meilleur se rend compte que son plus grand atout est en réalité sa plus grande faiblesse? Il y a un moment spécifique dans l'histoire où il essaie de réinitialiser son propre esprit pour échapper à ce diagnostic, et ce que cette décision révèle sur notre propre capacité de sabotage est quelque chose qui changera complètement la façon dont vous comprendrez le concept de sacrifice dans la prochaine partie de cette vidéo. Ce besoin viscéral de dépassement nous conduit à une synthèse philosophique qui constitue peut-être l'impact final le plus troublant de toute cette analyse. La vraie question n'a jamais été de savoir pourquoi vous détestez certaines personnes, mais plutôt ce qu'elles révèlent sur les ombres que vous essayez de vous cacher. Parce que, parfois, ce que vous rejetez le plus fortement chez les autres est exactement ce que vous devenez. Ou pire, ce que vous voulez désespérément être, mais que vous n'avez pas le courage de l'admettre. Vegeta a passé des décennies à croire que son combat était contre Goku, contre ce guerrier de classe inférieure qui défiait la logique de la royauté. Mais en réalité, il menait une guerre civile dans son propre esprit. Chaque coup porté, chaque cri de fureur et chaque transformation réalisée au bord de l'effondrement étaient des tentatives pour faire taire la partie de lui-même qui se sentait insuffisante. Lorsqu'il regardait Kakarot, il ne voyait pas seulement un rival. Il a vu un miroir qui reflétait sa propre incapacité à trouver la paix en dehors du champ de bataille. Dans la vraie vie, ce mécanisme est ce qui nous pousse à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, juste pour prouver quelque chose à des gens qui, au fond, ne sont même pas en concurrence avec nous. C'est la mentalité de ceux qui vivent dans un état d'alerte constant, transformant l'existence en une arène de validation où la réussite des autres est ressentie comme une mutilation de leur propre ego. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, une vérité cachée qui se manifeste dans les moments de plus grand désespoir du personnage. Pensez à la scène du sacrifice final de Vegeta contre Majin Buu. Visuellement, nous voyons une explosion d'énergie dorée qui consume tout autour. Mais les coulisses émotionnelles de cette décision révèlent une transformation mentale sans précédent. Pour une fois, Vegeta ne se battait pas pour être le meilleur, pour surpasser Goku, ou pour réaffirmer sa fierté royale. Il se battait pour quelque chose en dehors de lui-même. Sa famille, son fils, ironiquement, le rival qu'il avait juré de détester. À cet instant, la projection fut brisée. Il a accepté que son identité ne dépendait plus de sa position au sommet d'une hiérarchie de pouvoir, mais plutôt de sa capacité à se sacrifier pour un objectif plus grand. C'est le moment où le moi compétitif meurt pour laisser la place à un homme qui comprend la valeur des relations humaines. Pour beaucoup d'entre nous, cette révélation ne survient qu'après une grande perte ou un échec retentissant, lorsque nous réalisons que nous avons passé toute notre vie à essayer d'être les meilleurs dans quelque chose qui ne nous a apporté aucun vrai bonheur, juste une satisfaction momentanée pour un ego blessé. Cette dynamique d'auto-sabotage et de rédemption montre à quel point nos décisions sont souvent dictées par des traumatismes dont nous ne savions même pas que nous portions. Vegeta a été entraîné à croire que la compassion était un défaut technique, une impureté dans la lignée des guerriers. L'impact psychologique du fait d'avoir grandi sous cette doctrine est ce qui a créé son armure d'arrogance. Lorsqu'il voit Goku être gentil ou épargner ses ennemis,
Cela provoque une telle confrontation avec la réalité que son esprit réagit avec haine, car cette gentillesse défie tout ce qu'on lui a appris à être pour survivre. C'est ce qui arrive lorsque nous trouvons quelqu'un qui vit avec une liberté que nous nous interdisons nous-mêmes. Nous ressentons de la colère non pas parce que la personne a tort, mais parce qu'elle nous rappelle la prison que nous nous sommes construite. Le voyage de Vegeta est la lente et douloureuse déconstruction de cette mentalité de rareté, où il doit apprendre que la vraie force ne vient pas du mépris des faibles, mais de la protection de ce qui est important. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, lorsqu'on se rend compte que son plus grand acte de courage n'a pas été d'affronter des dieux ou des monstres, mais d'admettre sa propre vulnérabilité. Dès qu'il dit « Kakaroto, tu es le numéro 1 », il ne se contente pas de reconnaître la force d'un rival. Il est en train de désintégrer la dernière barrière qui l'empêchait d'être libre. Il cessa de lutter contre le spectre de la comparaison. Dans nos vies, cela équivaut à arrêter de regarder l'herbe du voisin et à commencer à comprendre pourquoi notre propre terre est sèche. C'est un processus de révélation successive qui nous oblige à faire face au fait que notre obsession pour les autres, en fait, une évasion de nous-mêmes. La solitude émotionnelle ressentie par Vegeta pendant des années était le prix qu'il a payé pour avoir refusé d'être lui-même authentique, préférant être une version déformée de ce qu'il pensait que le monde attendait d'un prince. Toute cette tenue l'histoire nous enseigne que la vérité cachée derrière la haine est presque toujours une admiration que nous n'avons pas réussi à digérer. L'impact psychologique de vivre dans l'ombre de quelqu'un que nous admirons peut nous transformer en monstres compétitifs ou en personnes profondément résilientes, selon la manière dont nous choisissons d'affronter nos propres ombres. Vegeta a choisi la voie la plus difficile, celle de la transformation par la douleur et la reconnaissance de ses défauts. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur notre propre état d'esprit? Prenons-nous des décisions basées sur ce que nous voulons réellement, ou réagissons-nous simplement aux réalisations de ceux qui nous entourent? Comprendre cela est ce qui sépare ceux qui vivent automatiquement de ceux qui prennent le contrôle de leur propre histoire. Cet échange de points de vue sur ce qui nous motive réellement est essentiel pour que nous puissions bâtir une communauté qui voit au-delà des évidences. Par conséquent, je veux que vous réfléchissiez et partagiez ici dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie avez-vous l'impression de combattre votre propre Goku? Y a-t-il quelqu'un qui éveille en vous ce mélange de haine et de désir d'égalité? Comprendre ces mécanismes nous aide à arrêter de projeter nos frustrations et à commencer à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre doute ou votre expérience pourrait être le déclencheur dont quelqu'un a besoin pour briser également ce cycle de comparaison infinie. La grande question maintenant est de savoir ce qui arrive à l'esprit d'une personne lorsqu'elle atteint finalement le sommet et réalise que le vide est toujours là. Il y a une couche encore plus sombre dans le sort de ceux qui vivent par obsession. Et ce que Vegeta a découvert sur les limites de la force et de la raison est quelque chose que très peu de gens peuvent comprendre sans atteindre le bord de l'abîme, quelque chose qui changera votre perception de ce que signifie gagner dans la prochaine partie de cette analyse. Atteindre ce niveau de compréhension de Vegeta, c'est en fait accepter une invitation à regarder à l'intérieur et à comprendre vos propres batailles silencieuses. Si cette analyse a apporté un peu de clarté sur la manière dont vous gérez vos comparaisons et la recherche de votre propre identité, il est tout à fait logique que nous poursuivions cette conversation. Appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez votre like, non pas comme un geste mécanique, mais comme un signe que vous faites partie de ce groupe qui préfère la profondeur psychologique au simple divertissement. Savoir que vous avez suivi ce raisonnement jusqu'ici montre que vous recherchez quelque chose de plus. Si ce contenu vous touche vraiment, commentez ci-dessous. Ce message était pour moi. C'est notre façon de découvrir qui sont les personnes réellement prêtes à affronter leurs propres ombres pour grandir. Mais la vérité est que cette transformation mentale ne s'arrête pas là. Il y a une autre facette de cette médaille que nous devons explorer afin que vous puissiez réellement appliquer cette force dans votre réalité. Une vidéo apparaît ici qui complète exactement ce sujet et vous aidera à passer à l'étape suivante de cette analyse. Cliquez dessus et restez avec moi là-bas, car ce que nous allons découvrir maintenant clôturera ce cycle d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas.